Debré faisait remarquer que dans mon discours préalable, j'avais pas assez mis l'accent sur son action contre la fraude. Alors je lui ai dit, je suis prêt à voir un peu qu'est-ce que vous voulez mettre. Il me donne un texte, je lui dis, ce texte, non. Bonjour Paul. Bonjour Evelyne. Alors, quelques mots d'abord pour te présenter. Ah mon Dieu, c'est toujours délicat la présentation. Non, j'ai acheté un journal qui s'appelle Le Progrès. Autour de ce journal, il y a eu un groupe de réflexion qui s'appelle le Comité du Progrès. Et le groupe de réflexion s'élargit et continue jusqu'à maintenant. Il y a un mélange d'observation, de réflexion et d'action depuis 64 ans, c'est-à-dire depuis le mois d'août 1957, mon entrée dans la vie publique. Journaliste donc. Journaliste, oui. Okay. Alors, une maxime qui a un sens particulier pour toi. Alors, il y a deux maximes. La première, celle de Guillaume d'Orange. Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Et puis la deuxième, c'est une maxime de la jeunesse des nations. Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Alors, qui ou quoi déclenche une grande admiration pour toi? C'est les grands hommes. Là, chez ma bibliothèque, c'est rempli de grands hommes, non pas que j'ai un culte pour les grands hommes, mais ils nous donnent des leçons. Et d'après mes lectures et d'après mes fréquentations de grands hommes, l'humilité caractérise la principale qualité des grands hommes. Un homme est grand que s'il est humble. Et tu as quelqu'un en tête en particulier? Ah ben, il y a plusieurs personnes, mais il y a deux personnes qui ont deux ecclésiastiques, excusez-moi, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. La première, c'est le cardinal Roncalli, qui est devenu le pape Jean XXIII, de célèbre mémoire, qui est canonisé d'ailleurs maintenant. Je l'ai connu à Paris quand j'étais au grand séminaire de la rue Laumont. Et là, au cours de conversations très libres qu'il avait eues avec nous, il nous a livré une série de réflexions, une série de remarques. Et parmi tout ça, il nous disait que les deux plus grands auteurs français, c'était les Élévations de Bossuet et les Fables de La Fontaine. C'est-à-dire deux styles littéraires qui se caractérisent par à la fois la simplicité et l'humilité devant les faits. Et les Élévations de Bossuet sont tout à fait différentes des sermons qui sont un peu grandioses, même empoulés des fois. Puisque les Élévations, je conseille de lire les Élévations de Bossuet, c'est d'un style vraiment dépouillé, d'une très grande simplicité qui explique les choses simplement. Et les Fables de La Fontaine. Et j'ai retrouvé dans la vie de Jean XXIII cette manie, cette admiration de La Fontaine dans deux événements de sa vie. La première, comme doyen diplomatique du corps diplomatique parisien, il a fait un discours au président de la République pour le Nouvel An à partir des Fables de La Fontaine. Et la deuxième circonstance, c'est que c'est lui qui a demandé au frère Jacques de mettre les Fables de La Fontaine en chanson. Et alors, rappelle-nous un petit peu qui est Jean XXIII. Jean XXIII, c'est un prêtre qui a été dans la diplomatie vaticane et qui, à la libération de la France, il fallait changer de régime et le gouvernement gaulliste français voulait absolument que le nonce qui était avec Pétain soit changé. Et c'est comme ça que, à l'improviste,
Roncalli, qui était en Turquie, a été nommé nonce à Paris. Et alors, d'ailleurs, un trait de Roncalli, quand il a fait le panégyrique de son prédécesseur, il n'a pas dit qu'il avait défendu la justice et la vérité. Et alors, il a dit qu'il savait faire de justice et de la vérité dans la crise dans laquelle il était. C'était très réaliste. Et puis, il y avait d'autres histoires comme ça qui montrent la grande simplicité de cet homme-là. Puis, le deuxième homme, beaucoup moins célèbre, qui m'a beaucoup marqué par sa simplicité et son humilité, c'est Monseigneur de Langavant, qui a été évêque de la Réunion, que j'ai beaucoup fréquenté et qui m'a vraiment donné ce goût de la simplicité et de l'humilité. Alors, quelles sont les activités qui t'ont occupé le plus dans ta vie? Alors, l'humilité, c'est la condition nécessaire de la grandeur. Alors, dans ma vie, oh là, beaucoup, 64 ans de vie publique, ça te permet d'avoir des quantités de choses qui ont donné de grandes satisfactions. Je retiendrai dans cette affaire d'abord l'aventure du progrès. J'ai acheté ce journal en 1957, alors que j'aurais dû acheter Le Peuple. Mais j'ai acheté Le Progrès parce que sentimentalement, j'étais très lié à ce journal. Mon père était le gérant, on appelait ça le gérant de la publication à l'époque, à côté d'Henri Vavasseur. Et tous les jours, lorsque j'allais du lycée à la maison, je m'arrêtais au Progrès. Et là, Vavasseur était avec Revest, Winsan, toutes les célébrités de l'époque qui faisaient la vie de la Réunion, et bien il préparait son journal du lendemain avec ces gens-là. Et pendant ça, j'allais dans les ateliers avec l'odeur d'encre d'imprimerie, l'odeur des caractères. Donc j'étais très lié sentimentalement au Progrès, et c'est pour ça que j'ai acheté Le Progrès, qui a fait un travail considérable. Ce Progrès, une constante de ma vie. On a eu comme collaborateurs des administratifs, des universitaires, des praticiens, des syndicalistes. On a eu des hommes de droite, des hommes de gauche. Et je me souviens que quelqu'un qui est à la retraite maintenant, mais qui a été étudiant à cette époque, et qui me disait que son professeur leur demandait en cours de lire les articles du Progrès. Là, on aurait sur le Progrès des histoires intéressantes. La deuxième chose, et je serai très rapide, c'est l'ADNE. Là aussi, parce que l'ADNE, comme le Progrès, a réuni des gens, des Réunionnais de tous les bords. À une élection de Saint-André, je me souviens, dans le climat de passion qu'était la politique à l'époque, et à l'époque de la fraude, eh bien l'ADNE avait réussi à faire que tous les candidats lui avaient confié leurs délégués et leurs représentants, et c'est l'ADNE qui distribuait les postes indépendamment des opinions politiques. C'est aussi un journal? Ah oui, Et l'ADNE a été une grande satisfaction aussi, c'est que j'ai donné au nom de l'ADNE une conférence de presse à Paris, où toute la presse, depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, était représentée dans cet hôtel de la place de la Sorbonne, où j'avais donné ma conférence de presse. Où là, d'ailleurs, Michel Debré faisait remarquer que dans mon discours préalable, j'avais pas assez mis l'accent sur son action contre la fraude. Alors je lui ai dit, je suis prêt à voir un peu qu'est-ce que vous voulez mettre. Il me donne un texte. Je lui dis, ce texte, non, c'est mon texte. Et il a fini par trouver une secrétaire. On a fait un papier-collé papier, non pas un papier-collé numérique, sur lequel il y a ces textes, son texte et mon texte. C'est un document que je conserve précieusement. Donc là aussi, on a réussi à faire que l'unité
était s'enraciner dans la diversité. C'est ma bataille encore aujourd'hui. Et cet événement, est-ce que tu peux dire que ça t'a rendu heureux à l'époque? Ah oui, toutes les fois que les Réunionnais se mettent ensemble, quelles que soient leurs opinions, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit leur parti politique, pour dire nous sommes Réunionnais. Et comme Réunionnais, il y a quelque chose qui nous lie, quelque chose qui est commun entre nous et qu'il faut que nous obtenions, eh bien, je suis heureux. Ça ne supprime pas les oppositions, ça ne supprime pas les divergences d'intérêts, mais ça fait que nous sommes obligés de trouver en nous-mêmes les solutions aux problèmes. Parce que si nous n'arrivons pas à trouver les solutions par nous-mêmes, on fait appel à un arbitre. Et l'arbitre devient souvent le maître. Et c'est la fameuse fable de La Fontaine, le chat, la belette et le petit lapin. La belette prend la maison du lapin, ils ne s'entendent pas, ils appellent le chat pour arbitrer, et la fable de La Fontaine se termine comme ça. Ramina Grobis, Gripmino le bon apôtre, mit les plaideurs d'accord en les croquant. Et si on n'arrive pas à faire l'unité entre nous pour trouver des solutions à nos problèmes, eh bien on sera croqué. Donc ce sont des circonstances indispensables dans des événements qui te rendent heureux. Ah oui, alors il y a les circonstances, mais il y a aussi les hommes. Il y a aussi les hommes. J'ai rencontré dans ma vie des hommes extraordinaires. À Paris, je ne veux pas faire la liste de tout le monde, on parlait de Roncalli tout à l'heure, mais Roncalli est resté très loin. Tandis qu'il y a des hommes qui sont entrés dans ma vie. Je pense en particulier à un vieil historien des pères spiritains de la rue Lomont, qui m'a fait découvrir l'histoire de l'île. Par exemple, le Vavasseur, qui était quelqu'un de méconnu. C'est ce père Gabon qui me l'a révélé. Le Vavasseur était un type extraordinaire. Il a fait des choses superbes. Et j'ai participé au regain de popularité de Le Vavasseur. D'abord, j'écrivais quand j'étais au grand séminaire un petit mot chaque semaine, oui, à Dieu et Patrie, que je signais Frédéric. Frédéric, c'était le prénom de Le Vavasseur. Quand le père de Robillard a voulu faire un foyer à Saint-Denis après la fermeture du séminaire de Sillaos, je lui avais suggéré d'appeler ça le foyer Le Vavasseur. Et ça a donné le lycée Le Vavasseur. Ça a donné... Après, moi, j'étais plus pour rien, mais j'ai lancé ce regain de popularité pour Frédéric Le Vavasseur. Mais je parle de Vavasseur, mais je parle de bien d'autres personnes. Et je ne parle pas à La Réunion. À La Réunion, j'ai deux personnes qui ne pouvaient pas s'entendre, mais qui m'ont... Et là aussi, avec qui j'étais très bien, l'un et l'autre. C'est Marcel Vautier qui était député et Léonce Salès qui était journaliste, qui m'ont donné sur la petite histoire politique de l'île, sur l'envers du décor de la politique, des informations extrêmement précieuses. Mais enfin, et alors il y a aussi des préfets qui m'ont beaucoup aidé, alors que le système avait tendance à m'écarter parce que je n'entrais pas dans le... Ils m'ont aidé à avoir avec Paris des contacts fructueux qui ont abouti à des lois, à des projets de loi, qui ont abouti même à des traités. Mais ici, on n'en a pas tenu compte. Parmi ces préfets, il y avait le grand, je ne me rappelle plus de son nom, on l'appelait Casse-Papaye Sangolette, tellement il était long, et il y avait Paul Cousseran. Un livre vient de paraître là, avec Raoul Lucas et... Oh, excusez-moi, j'ai oublié son nom. Eh bien, Raoul Cousseran a fait un gros travail. Il était avec... je l'ai fréquenté au moment de la DNE, et il a participé à... Et là, voilà quelqu'un qui
quelqu'un qui m'a aidé beaucoup dans les circonstances, qui a créé des circonstances. Ok, donc en fait, tu parles beaucoup des hommes, des circonstances, mais toi, quelles sont les ressources intérieures que tu mobilises fréquemment pour pouvoir réussir de tels moments? Là, on touche l'intime. Il y a un passage du psaume, je ne pourrais pas le citer mot à mot, mais l'idée est la suivante. Quand vous avez recours au grand de ce monde, c'est vain. Il y a un seul recours qui compte, c'est Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a fait, donc pour pouvoir s'inscrire dans l'ordre cosmique du monde, de l'univers, donc dans l'ordre local ici, il faut être en relation avec lui. C'est lui qui connaît tout ça. Et là, on a une vision des choses qui n'est souvent pas la vision à courte vue des hommes, soit par l'ambition, soit par l'ego, soit par l'intérêt, soit par la rancœur. On a la vision globale. Théâtre Desjardins avait bien défini ça, l'oméga, c'est-à-dire vers quoi le monde entier, dans sa globalité et dans ses petits détails, s'oriente. C'est là-dedans qu'il faut s'inscrire. Et c'est là-dedans qu'il faut agir. C'est pour ça que le critère de la réussite qui n'est pas là-dedans n'est pas le mien. On peut dire, tu n'as pas réussi. J'aurais pu, si vous voulez, en m'inscrivant dans un autre critère, être ceci ou être cela. Mais je n'aurais pas été dans ce mouvement-là qui avance, qui a commencé avant moi, qui se poursuivra avant moi, dans lequel j'aurais été un maillon. C'est ça qui est important, c'est-à-dire quand à un moment donné, on se dit comment on va réussir, ou à un moment donné on dit on a échoué, à un moment donné on a dit c'est plus possible, on dit c'est pas grave, ça s'inscrit, et ça va se retrouver dans le courant à un autre moment. Voilà, mais là tu me fais dire des choses, tu me fais dire des choses que j'aurais pas voulu dire. Voilà. Mais qui te caractérise. Tu es quelqu'un de très spirituel de toute façon. Et ce qui me fait arriver à l'autre question, quand tu parles d'identité réunionnaise, c'est aussi un chemin spirituel que tu ouvres aux Réunionnais. Et j'aimerais bien que tu parles un petit peu de cette identité réunionnaise qui semble essentielle pour toi. Pourquoi? L'identité, il y a l'identité individuelle. Si tu veux, l'identité réunionnaise, c'est l'identité collective réunionnaise. Suppose qu'on te dise, tu t'appelles plus Evelyne. Tu n'as plus de nom, tu n'as plus de prénom. D'ailleurs, il y a des régimes qui ont de tristes mémoires, qui ont voulu réduire des millions d'hommes au néant. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus rien. Il n'y a plus de carte d'identité. Il n'y a plus de dignité à partir du moment où il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de dignité. Et à partir du moment où il n'y a plus de dignité et il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de responsabilité. Et à partir du moment où il n'y a plus de responsabilité, eh bien, qu'est-ce que tu es? C'est ça le problème. Tu n'es plus rien. Et alors, ce qui vaut pour sa personne, pour soi, pour chacun de nous, avec notre carte d'identité, avec nos revendications de notre identité, ça vaut aussi pour les collectivités. Et vouloir nier le caractère collectif d'une collectivité comme la Réunion, par exemple, c'est renier son identité de réunionnaise. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est comme pour l'individu, le réunionnais n'est plus rien.
Et c'est un drame et là, du problème français, c'est de l'uniformité de l'identité française, que vous soyez alsacien, martiniquais, guadeloupéen ou réunionnais, vous êtes français. Qu'est-ce que c'est qu'être français si vous n'êtes plus tout ça? Alors c'est pour ça que, pour moi, c'est par la force des choses, c'est devenu un lobby politico-parisien, qui prétend imposer l'uniformité de ce lobby à l'ensemble de ce qui est français. Et là, c'est grave. À partir de ce moment-là, ce lobby arrive à la Réunion et dit aux Réunionnais qui sont là, Mamaï, nous les égaux, nous les fraternels et nous les libres. Et comme ça n'est pas vrai, eh bien le renard parisien bouffe le coq réunionnais, qui est sans défense, parce qu'il n'y a plus de coq réunionnais. Donc il faut absolument, pour qu'il y ait, c'est pour ça que j'insiste ces temps-ci, quand on parle de statut, on parle de responsabilité, il y a en amont du côté technique du statut, il y a l'aspect culturel du statut. Un statut, vous voulez un statut qui vous donne des responsabilités parce que vous voulez des responsabilités. Et c'est pour ça que dans le problème du chômage réunionnais, dire je suis chômeur, il faut donner à moi un emploi, non. Je suis chômeur, pourquoi? Parce que je n'ai pas de responsabilité vis-à-vis du développement de mon pays. Si j'ai une responsabilité, j'ai à partir de ce moment-là une activité, j'ai à partir de ce moment-là un emploi. Et c'est ça le problème de l'identité. Et là, Michel Debré, j'ai la référence, parce que j'ai beaucoup discuté avec lui. Et pour le Jacobin qu'il était, c'est lui qui avait pris comme mot d'ordre, à la fin de son mandat réunionnais, l'unité n'est pas l'uniformité. L'unité n'est pas l'uniformité. Et je dis à ceux qui ont peur de l'identité réunionnaise, parce qu'ils ont peur de perdre l'identité française, eh bien, de perdre l'identité réunionnaise est le meilleur moyen à terme de perdre l'identité française. Et est-ce que tu as un exemple en tête où justement ce côté qui nous l'est avait revêtu une importance capitale à un moment donné à La Réunion? Par exemple, la crise des Gilets jaunes. Est-ce que pour toi c'est une crise sociale ou plutôt une crise identitaire? Tout est une crise identitaire, parce que là on parle de la crise identitaire du peuple. Mais le problème aussi, c'est la crise identitaire de la classe sociale. C'est la crise identitaire de la famille. C'est la crise identitaire de l'individu. C'est-à-dire, à partir du moment où on ne reconnaît plus ce que tu es, à partir de ce moment-là, il y a une crise. À partir de ce moment-là, on peut faire de toi ce que l'on veut. Je ne veux pas insister sur la situation réunionnaise à l'heure actuelle, mais quel que soit le domaine que l'on considère, on perd la maîtrise de tel secteur économique, on perd son enseigne, on perd son emploi, on perd, on dit il n'y a pas de place pour toi ici, il faut aller ailleurs. Et même ailleurs, tu n'es pas responsable, d'ailleurs, on s'occupe de toi. On dit, bon, la Réunion est surpeuplée, la Creuse est sous-peuplée, et bien on prend le surpeuplement de la Réunion, on emmène dans la Creuse. Comme on traite, on gère que, globalement les hommes, comme on gère n'importe quoi.
il n'est pas dit que la surpopulation réunionnaise ne peut être réglée que par une autorité supérieure qui tire ici pour mettre là-bas. C'est les Réunionnais à découvrir quelle est la solution à trouver pour assurer le développement du pays. Alors, tu parles souvent de 60 ans de patience. Qu'est-ce que tu veux dire par là? 64 ans plus exactement. Ça veut dire que depuis 64 ans, il y a des problèmes qui existent. Le chômage, le lettrisme, la pauvreté, le mal logement, etc. Et depuis 64 ans, ces problèmes-là existent. Et ces problèmes-là demeurent. Et depuis 64 ans, on ne veut pas écouter la voix de la responsabilité et des étapes. On veut trouver des solutions techniques qui règlent le problème. Parce que, me dit-on, c'est urgent. Et depuis 64 ans, on me dit c'est urgent. Et aujourd'hui encore, on est en train de me dire, Paul, ce que tu fais là, c'est attention, non, c'est urgent, c'est pas ça qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire dans cet esprit d'urgence, là, c'est des solutions techniques qui supposent que le problème de fond, qui est un problème culturel, soit réglé. Et c'est pour ça que je suis en train de dire à mes compatriotes, il faut régler d'abord ce problème de fond. C'est-à-dire ce problème, nous sommes réunionnais, donc il faut qu'on soit unis pour trouver les moyens par nous-mêmes de régler ces problèmes-là. Parce que si nous ne disons pas ça, eh bien ça veut dire qu'on compte sur Paris pour régler. Quand vous voyez quelqu'un et vous lui dites, écoutez, il y a un problème, il dit, écoute, c'est pas moi, c'est Paris. Ou alors, quand on a, je pense à un département, Paris ne fait pas les choses. Ou alors la sécurité, c'est Paris qui doit faire. Non, c'est nous qui devons faire. Et même si c'est Paris qui a la responsabilité, c'est nous qui devons donner à Paris les règles en disant il y a ça, il y a ça, il y a ça, parce que c'est nous qui connaissons. Donc, pour répondre à la question, la conséquence et la crise, la crise, part d'une crise identitaire, c'est-à-dire part du fait qu'on ne reconnaît pas ce que le partenaire est. Alors, oui, donc ma dernière question est, est-ce que déjà tu considères cette patience comme un trait de ton caractère? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été une obligation à laquelle j'ai dû me plier. D'accord. Et dans ton quotidien actuel ou futur, tu as déjà commencé à le dire, mais comment as-tu l'intention de mettre en pratique ce trait de caractère pour contribuer au bonheur des Réunionnais? Ah ben c'est de continuer à avoir la patience. Et non, mais ce qui est intéressant, c'est de constater quand même une évolution. Il y a, si je prends la situation en 1960, par exemple, et la situation aujourd'hui, il y a des choses qui ne pouvaient pas se dire en 1960 et qui se disent aujourd'hui. Il y a des visions qui n'étaient impensables en 1960 et qui aujourd'hui sont courantes. Et le mouvement s'accélère. Le problème de l'identité, le problème, je suis aujourd'hui même sur l'article de l'appel de Fort-de-France, et bien je constate dans l'attitude des politiques un positionnement qui n'était pas celui d'il y a seulement 4 ans. Je ne parle pas d'il y a 60 ans. Donc, c'est pas ma patience, mais la patience du temps fait avancer. C'est-à-dire que, en face on parlait de ce grand mouvement de là-bas, il faut éviter les discussions inutiles. C'est ça qu'il faut absolument éviter. 2 choses à éviter. D'abord, la discussion inutile, et la deuxième chose, le jugement. Ça, c'est capital. C'est ça qui est important. Eh bien, merci beaucoup, Paul. Voilà.